Bonjour à toutes et à tous, oula, je refais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2024 et je tourne cette vidéo, donc je suis déjà en retard parce que j'aurais dû poster cette vidéo le 1er mai, mais je la tourne seulement aujourd'hui. J'ai oublié mon carnet. Donc aujourd'hui, on va parler cinéma, musique et un peu littérature. Littérature, bande dessinée. Le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'était Mélancolia. Le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'était Mélancolia. Est-ce que je suis bien éclairée? Ah là là, c'est fou, il y a la moitié de mon visage qui est dans l'ombre là. Peut-être comme ça. Ah, je sais pas. Je suis quand même très jaune, hein. On va dire que c'est bon. Donc le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'était Mélancolia de Lars von Trier, donc qui est un film qui date de début des années 2000, il me semble, dans lequel on retrouve Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg principalement, les autres je m'en rappelle plus, mais en tout cas c'est les deux actrices principales. Le film, pour vous le résumer, il est découpé en deux parties. La première partie, c'est le personnage principal est interprété par Kirsten Dunst, c'est son mariage, et il s'avère qu'à son mariage, tout ne se passe pas comme prévu. La deuxième partie, c'est sa sœur, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, et là on est plus sur une question de fin du monde, parce qu'il s'avère que toute l'histoire en fait, c'est une planète qui arrive proche de la Terre et qui fait que elle va peut-être s'approcher trop près et donc elle va peut-être faire exploser la Terre et du coup ce serait peut-être la fin du monde. Mais je peux pas trop en parler parce que sinon je vous spoil. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Déjà, il est réalisé donc par Lars von Trier qui est un des créateurs du Dogme 95 qui est un mouvement, je crois que c'est de quel pays c'est pas suédois, c'est peut-être suédois, ouais. Donc créé par Winterberg et Lars von Trier, dans lequel on retrouve notamment Festen. Et d'ailleurs, Mélancolia m'a beaucoup fait penser à Festen sur déjà la manière dont c'est filmé, parce que du coup, Dogme 95 en gros, c'est un mouvement qui se veut à l'opposé des gros blockbusters américains et qui privilégie la caméra à pellicule, des décors très réalistes et qui se veut un peu à l'encontre de tous les films, voilà, de tous les films industriels américains. Et donc moi j'ai trouvé beaucoup de parallèles intéressants avec Festen, parce que du coup Festen c'est un film de Winterberg et dans la manière de filmer en fait c'est des caméras portées qui bougent beaucoup. En fait il y a aucun plan fixe, j'ai l'impression, il me semble. Il y a aucun plan fixe et il y a des cuts tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un plan mais on va cutter, et ce qui fait que même s'il n'y a pas de changement de place de la caméra, on va avoir des cuts. Et c'est très perturbant, mais moi j'aime beaucoup regarder ça, je trouve ça très intéressant comme manière de filmer, ça change vraiment beaucoup de ce qui se fait d'habitude. Donc voilà. Et au niveau des sujets aussi, donc dans Festen c'est un repas de famille où il va y avoir des secrets qui vont être révélés. Donc il y a tout ce qui est le regard des autres, ce qu'on va penser des autres. Il y a tout un truc de secret de famille aussi. Et ça, on le retrouve en vrai dans Mélancolia. Tout ce qui est un peu secret, un peu il faut faire bonne figure lors du mariage, un peu révélation, la frustration et la colère contenue. Voilà, c'est un peu les points que j'ai retrouvés. Donc moi, ce que je peux dire sur Mélancolia, c'est que franchement, visuellement, il est magnifique. Vraiment, ça s'ouvre sur des plans au ralenti, comme on a dans Antichrist d'ailleurs de Lars von Trier aussi, dans lequel il y a aussi Charles Gainsbourg, où on a des magnifiques plans au ralenti avec des personnages qui font des décors, on dirait des tableaux. C'est hyper beau, c'est vraiment magnifique. Maintenant, pour le reste, l'histoire, j'ai pas très bien compris le lien entre les deux parties, si ce n'est que ce sont deux sœurs. Enfin, la première partie c'est sur une des sœurs et l'autre partie sur l'autre sœur. Mais j'ai pas très bien compris le lien, j'étais un peu perdue. Et honnêtement, je pense qu'en fait tout le film repose sur l'aspect visuel et que du coup, si on le voit pas en salle de cinéma, donc au niveau du son aussi, au niveau visuel et auditif, parce que la musique est très importante, et même le son en général, les sound design sont hyper développés, sauf que ça tu le ressens à mon avis que quand t'es dans une salle de cinéma. C'est pour ça que le voir en salle, ça doit être vraiment mieux, parce qu'à mon avis tu te prends une claque visuelle et auditive. Donc je vous le conseille si vous pouvez le voir en salle vraiment, parce que sur ordinateur t'as vite fait de te perdre et de décrocher en fait. Enfin moi j'ai trouvé ça. Moi j'ai un peu décroché et j'ai pas trouvé trop l'intérêt. Et comme j'en avais entendu beaucoup parler de ce film, j'étais un peu déçue au final. Ensuite j'ai regardé Usual Suspect. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Alors, Usual Suspect, ça parle de un groupe de malfrats qui font des hold-up, qui ont des missions et qui se retrouvent embourbés. Et comment dire, en fait ce film j'ai pas trop envie d'en parler, parce que si vous tapez film avec retournement de situation, vous tomberez sur les listes de films, vous tomberez sur ce film là, parce qu'il y a un plot twist. Mais tellement j'en avais entendu parler, je m'attendais à un plot twist de dingue, comme le sixième sens par exemple. Vraiment je m'attendais à un truc comme ça. Et j'étais très déçue au final. Au niveau de l'image c'est parfait, le montage, on a un dynamisme, tout est approprié pour ce type de film, donc très thriller, très policier. Donc ça c'est intéressant. Mais voilà, sans plus, franchement j'ai été un peu déçue. Et d'ailleurs il y a un article, parce qu'il s'avère que le réalisateur est un des acteurs principaux. Donc le réalisateur
réalisateur c'est Bryan Singer et un des acteurs c'est Kevin Spacey. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Bref, ils ont été accusés pendant la vague MeToo et du coup il y a eu un article de Télérama qui est sorti dessus genre le lendemain où j'ai regardé le film qui s'appelle Usual Suspect, le chef-d'œuvre qui n'a pas survécu à #MeToo. C'est un article de Télérama et il est gratuit donc je vous conseille d'aller le lire si vous avez vu le film et si vous voulez avoir des informations sur MeToo et sur les acteurs et tout ça. Franchement c'était intéressant. Mais ça parle pas du film en lui-même, ça parle plus du relationnel avec le mouvement MeToo. Mais voilà. Ensuite, je vais vous parler du coup du film que je suis allée voir au cinéma qui s'appelle Nick's Island. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Nick's Island, l'île sans fin, qui a été réalisé par Ekaim Barbier. J'arrive pas à me relire. Quentin Lelgoualch et son nom de famille c'est Kos mais j'ai pas son prénom, je l'ai mal écrit. C'était vraiment génial, en fait je m'y attendais pas du tout. Je voulais juste aller au cinéma voir un film pas trop long, seul ce film passait à 19h. J'y suis allée et franchement j'ai pas été déçue, c'était un documentaire, moi j'avais juste vu que c'était un documentaire sur des gens dans un jeu vidéo. Mais à part ça, moi je m'y connais pas du tout en jeu vidéo, donc j'étais en mode bah je vais aller voir. Et en fait c'est génial parce que c'est un jeu vidéo de réalité virtuelle, donc on a des personnages qui vivent dans un monde un peu en mode fin du monde, hein. C'est vraiment avec des zombies, mais avec des vraies interactions entre les humains parce que les gens qui jouent dans ce jeu, ils croisent d'autres personnages et tout le monde est connecté en ligne et ils peuvent se parler en direct de n'importe quel pays où ils soient dans le monde. Et du coup ce qui est intéressant c'est que en fait on a 3 personnages, surtout un qui se dit journaliste avec ses 2 caméramans qui en fait vont intégrer le jeu avec des avatars comme tous les autres participants à ce jeu en fait et ils vont aller interviewer les personnes qui jouent à ce jeu directement dans le jeu. Et ils y ont joué pendant 900 heures, un truc comme ça, ce qui est énorme en fait. Et pendant tout ce temps-là du coup ils ont pu interviewer les gens et donc comme c'est un peu un cadre de fin du monde, il y a beaucoup de violence, tout le monde a des armes et tout ça. Et il y a, en fait, c'est un peu une recréation de la société, mais dans un jeu vidéo. Et ils vont aller interviewer les différentes parties de cette société. Donc on a les tyrans à un moment donné, donc c'est vraiment les gens, ils vont se tuer comme ça pour rien. Ils vont aller les interviewer, donc on a un peu le climat de tension. Sachant que s'ils meurent, c'est un jeu, donc ils meurent pas dans la vraie vie, mais il y a quand même un petit truc de, tu sens qu'il faut pas trop rigoler avec. On a les pacifistes, donc ça c'est juste les gens qui vont se balader, qui vont courir dans la forêt et qui vont juste essayer de pas se faire tuer, parce que c'est ça le principe du jeu, c'est de ne pas mourir en fait. C'est pour ça que c'était compliqué. Et enfin, on a par exemple les militaires. Mais chaque personnage est libre de se rallier à qui il veut en fait. Ça a été filmé pendant la période du Covid et du coup le réalisateur et les autres personnages qui étaient avec lui, eh bien ils discutaient beaucoup du Covid, de leur relationnel aux jeux vidéo et à la réalité, de ce qu'ils font dans la vraie vie en général, de quel pays ils viennent. Et c'est vraiment des vraies personnes mais sous couvert d'anonymat parce qu'ils parlent à travers leurs personnages. Ça rend les questions hyper intéressantes. Et je sais pas, c'est une super bonne idée. En fait, je trouve déjà le concept génial. Quoi de mieux pour parler de jeux vidéo et pour interviewer des personnes qui jouent aux jeux vidéo que d'aller dans le jeu vidéo et de leur parler en direct. J'ai trouvé ça juste l'idée géniale. Voilà. Vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Ça passe vite, ça dure 1h30, c'est à la fois divertissant et hyper intéressant du coup. Je vous conseille. Maintenant, je vais vous parler de... alors ça, c'est un film que j'ai dû voir pour les cours et je l'ai beaucoup aimé. Il s'appelle La Nuit du Chasseur. Donc La Nuit du Chasseur est un film réalisé par Charles Laughton, je sais pas comment ça se dit, et qui est sorti en 1955. C'est un film classique en noir et blanc où ça parle de 2 enfants dont le père va se faire tuer parce qu'il a fait un braquage et qu'il a été pris et du coup il doit se faire pendre. Et sauf que avant ça, il a confié l'argent qu'il avait volé à ses enfants. C'est les 2 seuls à savoir où est cet argent. Sauf qu'ensuite l'homme a été en prison avant d'être pendu et dans sa cellule il y avait un mec qui se fait passer pour un prêcheur, donc on a toute une question de la religion dans ce film, et qui en sortant de prison va aller retrouver ses 2 enfants avec la mère, qui va vouloir épouser la mère, et là j'en dirai pas plus mais son but c'est de récupérer l'argent à tout prix. Et donc c'est l'histoire de ces 2 enfants en fait qui vont devoir cacher l'argent à tout prix parce qu'ils ont fait une promesse à leur père et ça va être compliqué forcément. Et donc en fait tout le thème du film, voilà, c'est l'innocence, la perversion des adultes qui veulent absolument l'argent, enfin surtout un adulte. C'est assez manichéen en vrai dans l'histoire en elle-même parce qu'on a vraiment le méchant qui veut l'argent, les enfants les gentils, mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Il m'a fait penser d'ailleurs au Ruban blanc de Haneke où c'est pareil, c'est aussi sur le même thème de l'impact de la perversion des adultes sur les enfants. Bon là le Ruban blanc c'est quand même plus poussé parce que on va jusqu'au bout de l'idée de l'innocence de l'enfant qui est bafoué. Ici on s'arrête quand même plus tôt, ça va pas aussi loin que dans le Ruban blanc, mais voilà, c'est un très bon film. Ah oui, j'ai pas parlé de ça parce que du coup c'est très inspiré par l'expressionnisme allemand, donc on a tout un jeu de lumière et d'ombre qui crée plein de formes qui sont très sculptées. C'est pas du tout une lumière réaliste mais c'est une lumière vraiment esthétique qui sert à la narration. Et voilà, juste en fait je l'ai vu parce qu'en cours on devait faire on a eu un partiel sur une analyse de séquence sur ce film, donc forcément je l'ai regardé avant et c'était une très belle découverte.
Voilà. À présent, je vais parler. Alors ça, j'ai dit rapidement sur mon compte Instagram. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, je vous conseille de vous abonner parce que sur mon compte Instagram, je publie des chansons, des reprises et je fais découvrir tout type de musique, de films. Et donc, je vous conseille de vous abonner. Mon Instagram, c'est @kaimanina. Bon, pour revenir dessus, j'ai fait un cover en fait sur ce compte Instagram de la dernière chanson du groupe Wallows, donc il y a un de mes groupes préférés et dont j'ai parlé déjà dans ma pépite du mois de février, je pense, ou du mois de... Ouais, ça devait être du mois de février. Donc Wallows qui est un groupe californien qui fait du rock indé, plus trop indé parce que là il commence à quand même être bien produit, mais bon, qui font du rock, plutôt du soft rock. Et ils ont sorti une nouvelle chanson parce que là ils ont déjà sorti en tout 2 EP, 2 albums, et là ils vont sortir leur 3e album, je crois que c'est le 24 mai, mais je vous remettrai la date, qui s'appelle Model. Et donc là ils ont teasé 3 chansons pour l'instant. Donc il y a eu d'abord Your Apartment qui est incroyable, je vous mets un petit extrait. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo, j'en ai parlé juste après la sortie de cette chanson. Ensuite il y a eu Calling After Me. Et enfin, la dernière chanson qui est donc sortie vendredi, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 jours. La chanson s'appelle donc Bad Dream. Je vous en mets aussi un petit extrait. Non, avant de vous en mettre un extrait, en fait, je vais vous raconter la petite histoire derrière cette chanson parce qu'elle est assez particulière pour moi. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. En fait, il s'avère qu'il y a 3 ans environ, avant la sortie de leur 2e album, il y avait l'anniversaire d'un des membres du groupe et sur leur compte Instagram, Wallows avait fait un petit récapitulatif de photos et de vidéos de ce mec, donc qui s'appelle Breeden Le Master, qui est le guitariste et co-chanteur, donc ils sont 2 chanteurs. Et donc, ils ont sorti une vidéo dans laquelle on voit ce fameux Breeden passer une fenêtre. On sait qu'ils sont en studio parce qu'on voit un peu les instruments autour, ou je sais pas si on voit les instruments, mais bref, et on entend en arrière-plan un bout de chanson. Je vous mets la vidéo. Et en fait, cette vidéo, moi je l'ai vue ce jour-là et j'ai fait waouh, la chanson est incroyable, j'ai tellement hâte qu'elle sorte en fait. Sauf que j'ai attendu quelques temps, je n'ai pas fait capture d'écran de cette vidéo. J'ai attendu quelques temps, l'album est sorti, donc le 2e album qui s'appelle Tell Me That It's Over, et j'ai écouté en entier et j'étais hyper déçue parce que je n'ai pas retrouvé la mélodie que j'avais entendue dans la fameuse vidéo. Du coup, j'ai cherché partout sur Instagram, j'ai fouillé dans tous les comptes des 3 mecs, plus le compte du groupe, et j'ai jamais retrouvé la vidéo, et j'étais dégoûtée. Et je savais que j'avais adoré la mélodie. Et là, il s'avère que donc il y a je sais pas, il y a 1 semaine ou 2, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une nouvelle chanson. Et le vendredi matin, j'ouvre Instagram et je retombe sur cette vidéo. C'était un compte fan qui l'avait republié, et je vois donc cette vidéo. Et là, je me dis, purée, c'est pas vrai. Je vais écouter la chanson, et la chanson reprenait cette vidéo, et cette vidéo a été surnommée la Window Song parce que justement le mec se regarde dans la fenêtre et du coup on a cette chanson en fond, et cette chanson ne devrait pas s'appeler Bad Dream mais Window Song clairement, en tout cas pour moi. Je vais me couvrir un peu, il fait froid. Donc voilà, le lendemain, j'étais tellement matrixée par cette chanson, je l'ai écoutée en boucle, que j'ai cherché les accords, j'en ai fait un cover, et vous pouvez aller l'écouter sur mon compte Instagram. Je vous en mets d'ailleurs un petit extrait ici. Voilà, d'ailleurs le début me fait penser à une chanson de Steve Lacy et j'ai oublié le nom, mais je pense que vous connaissez, elle avait un peu percé sur TikTok. Mais juste le début, l'introduction me fait penser un peu à cette chanson, je vous mets un petit comparatif. Je vais passer à la dernière découverte que j'ai fait ce mois-ci. Il s'agit d'un livre, d'un roman graphique, d'une autrice que je connais très bien parce que c'est une chanteuse en fait. J'en ai parlé aussi très rapidement dans mes anciennes vidéos, j'ai pas fait tout un passage sur elle, mais cette chanteuse s'appelle Pyjama. Son vrai nom c'est Pauline de Tarragon. Pauline de Tarragon, elle a fait la Nouvelle Star en 2013-2014 je crois. Elle a pas gagné, mais après ça, elle a sorti des albums. Elle a sorti un premier album qui s'appelle Nice to Meet You.
Oula. Voilà son album Nice to Meet You, que j'aime beaucoup. C'est son premier album. Elle en a sorti un autre qui s'appelle Seule sous ma frange. Et là, alors, il y a pas longtemps, elle a sorti un livre avec Pomme, la chanteuse Pomme, donc Claire Paumé, où Claire Paumé, je crois, avait écrit les textes et Pyjama a fait les illustrations parce que du coup, Pyjama, Pauline de Tarragon, est aussi illustratrice. Et donc là, elle a écrit un roman graphique en entier qui s'appelle Minuscule folle sauvage. Alors il est sorti en février et je me suis dit qu'il fallait que j'achète parce que j'adore cette artiste, je la suis sur Instagram, elle met beaucoup de dessins, de poteries qu'elle fait et elle continue de faire la musique en parallèle et je trouve ça génial. Et en fait, ce roman graphique parle de elle en fait, c'est un roman graphique autobiographique parce qu'elle parle de sa vie depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui en fait et elle parle de l'évolution de sa santé mentale parce qu'il s'avère qu'elle est, je sais plus ce qu'elle a exactement, il y a une définition à un moment donné. Trouble borderline, j'ai retrouvé. Elle est atteinte du trouble borderline, donc je vous lis la définition qui est écrite dans le livre. C'est un trouble de la personnalité qui se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles. Et donc pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que déjà j'aime beaucoup les graphismes, les dessins qui sont très doux. En fait, c'est très pastel. C'est assez simple parfois. On peut avoir des pages avec peu de dessins. Mais à chaque fois je trouve ça extrêmement mignon, extrêmement accessible. J'adore les petits plans comme ça. Et en fait elle me fait beaucoup penser à moi au niveau des passions. À un moment donné elle fait une liste de ses passions, j'ai exactement les mêmes. Mais après moi je suis pas atteinte du trouble borderline, mais elle explique extrêmement bien ce que c'est de l'intérieur, comment elle le vit, par quoi ça se caractérise et c'est hyper intéressant vraiment, je vous conseille absolument de le lire. Et ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'il y a pas mal de références cinématographiques. Bah, d'ailleurs on a Mélancolia juste ici. Là on a Mélancolia, là on a la leçon de piano, il y a tout un passage sur Peau d'âne, un de mes films préférés, où elle a dessiné la robe couleur du temps, j'adore. Et voilà, et elle adapte, et elle parle de elle-même, elle parle de sa vie, elle parle des moments de bascule dans sa vie, mais c'est assez violent au final, parce que le sujet, ça parle quand même de la mort aussi, quand même des sujets très lourds, mais c'est abordé de manière très accessible et très douce au final, par les dessins, par les mots qu'elle emploie, même si parfois ça peut être un peu violent. Il y a une morale un peu positive quand même, j'adore la dernière phrase, mais je vais pas vous la lire parce que je vous conseille juste de lire ce livre. Et voilà, c'est assez rapide à lire, mais on peut prendre bien le temps d'observer chaque dessin, chaque phrase, et je trouve ça juste magnifique comme livre. Voilà, je vous conseille très fortement. Donc Minuscule folle sauvage, de Pauline de Tarragon. Voilà, c'était la fin de la première partie. Purée, ça fait déjà une demi-heure que je filme. On passe à la suite. Deuxième partie, bah écoutez, ça va aller très vite. Je n'ai rien en deuxième partie parce que j'ai regardé les films qui sortaient au mois de mai et j'en ai vu aucun. Donc je peux pas vous faire de recommandations. Mais du coup, partie 3, je vais vous dire ce que moi j'aimerais quand même voir ce mois-ci. Il y a 2 films particulièrement que j'aimerais voir. Donc Le tableau volé de Pascal Bonitzer. En fait, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas lu, mais j'irai le voir, je pense. Qu'est-ce qui m'attire, c'est le casting parce qu'on a Alex Lutz, Léa Drucker et Nora Hamzaoui, entre autres. L'affiche aussi, c'est une affiche dessinée, je la trouvais trop belle. Donc je pense que je vais y aller juste pour ça. Donc ça, lui sort aujourd'hui, le 1er mai. Et sinon, le 14 mai, il y a le... Bah merde, j'ai mal écrit. Le deuxième acte, le nouveau film de Quentin Dupieux, que j'attends avec impatience, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, j'ai oublié l'autre personne. Mais voilà, donc Quentin Dupieux, j'aime beaucoup son cinéma, donc j'irai évidemment voir son nouveau film en salle. Donc il sort le 14 mai et qui sera, d'ailleurs, c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes. Donc est-ce que c'est le 14 mai, c'est le jour où ça ouvre Cannes ou est-ce qu'il sort vraiment? Bah je pense qu'il va sortir en même temps. C'était une petite réflexion personnelle. Voilà. Et évidemment il y a la série Fiasco que je vais commencer juste après ce tournage. La série Fiasco réalisée par je sais plus qui, mais avec Pierre Ninet, François Civil, Géraldine Nakache, qui est sortie hier du coup le 30 avril. Et voilà, que je vais m'empresser de regarder parce que ça a l'air très drôle. Et enfin, ma pépite. Donc je savais pas trop quoi choisir, donc j'ai pris un de mes films préférés en fait, qui est pas hyper connu en vrai. La seule chose peut-être qui ferait que vous le connaissez si de nom ça vous dit rien, c'est un gif d'un mec qui danse. Genre si vous voulez publier, si vous voulez envoyer un gif et que vous mettez danse, vous risquez de tomber sur ce mec. Parce que je vous mets une mini image genre. Et ça vient de ce film. Donc ce film s'appelle Napoléon Dynamite. Il a été réalisé par Jared Hess et il est sorti en 2004. C'est une comédie indépendante, ils l'ont surnommé comme ça. C'est un film, c'est vraiment une comédie très drôle. Ça parle d'un nerd, on dit ça comme ça. C'est, pour ceux qui savent pas ce que c'est un stéréotype dans la société des personnes un peu solitaires, avec pas trop de potes, un peu particulier on va dire, qui sort de la norme, même si je déteste ce mot. Bon, c'est un peu comme ça que ça se qualifie. Bref, sur Wikipédia il y a écrit que c'était un lycéen nerd, donc voilà.
Il vit aux États-Unis avec son frère qui a 32 ans, donc ce mec il doit en avoir 18, mais en vrai je crois que dans la vraie vie il avait genre 26 ans quand il a tourné. Il est interprété par John Heder, donc c'est ce lycéen qui s'appelle donc Napoléon, il se fait surnommer Napoléon Dynamite. Et donc il vit avec son frère de 32 ans, son frère il passe son temps à parler sur internet avec des meufs, et en gros ils vivent avec leur grand-mère, et un jour la grand-mère elle a un accident de quad, et du coup elle peut plus être avec eux, donc il y a leur oncle qui va venir, et leur oncle il est un peu particulier. Et bref, toute l'histoire en fait ça va être sur ce jeune Napoléon qui va devenir ami avec un nouveau lycéen mexicain et qui va le pousser à s'inscrire aux élections de président du lycée en face de la fille populaire quoi. Du coup en fait c'est juste un humour du second degré très particulier. Il est hyper coloré ce film, donc il est sorti en 2004 mais l'esthétique ça fait très années 80, les costumes, les lunettes, rien que les lunettes du mec ça fait années 80, je sais pas, je m'y connais pas trop mais quand même, il a une tête, vous pouvez pas, elle est inoubliable, son visage est inoubliable. Et voilà, c'est juste un film hyper drôle. Il y a notamment du coup les gifs viennent en fait d'une scène de danse à la fin du film assez jouissive quand même. C'est très drôle et je vous conseille vraiment de le regarder. J'ai pas grand chose à dire dessus en fait, il faudrait que je le revoie. C'est un film que je revois régulièrement qui est très good vibes en fait. Si vous êtes triste, si vous êtes heureux, mais regardez-le en fait. Il est juste cool. Un peu bizarre, genre vraiment les personnages n'ont aucun sens. Je sais pas si ça pourrait exister des personnages comme ça dans la réalité, si ça pouvait être des vraies personnes, mais juste l'idée est... Enfin... c'est trop con, voilà, c'est trop bête et c'est ça qui marche en fait. Donc voilà, je vous conseille de regarder ce film Napoléon Dynamite. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire le montage, je vais aller regarder la série Fiasco et puis je vous dis au mois suivant pour un nouveau bilan culturel. J'espère ne pas le poster trop en retard, mais bon là comme c'est la fin des cours, je devrais pouvoir y arriver. Je vais retourner voir plein de films au cinéma et je vous ferai des petits bilans. Et du coup, si vous avez vu ce dont j'ai parlé là, si vous avez regardé des films ou écouté, lu les livres et tout ça, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres films ou d'autres choses que vous avez découvert ce mois-ci, mais dites-le moi aussi, je serais ravie de découvrir ça également avec vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme j'ai dit tout à l'heure, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et je vous dis à très bientôt, bon mois de mai.